Voilà, on a mis un petit peu de temps à se mettre en place, mais c'est fait. J'accueille mes différents invités. Bonsoir à tous les quatre. On va parler du programme du Front National. Vous savez que les chiffres des sondages, même s'ils demeurent assez flous, donnent en ce moment entre 15 et 18% d'intention de vote pour Jean-Marie Le Pen au premier tour. Et quels que soient ces chiffres et ces approximations, on ne sait pas encore exactement. Il est sûr que le Front National jouera un rôle non négligeable pour cette élection présidentielle de 2007. Alors sur quelle base et avec quel programme? C'est justement l'objet du débat de ce soir. C'est les questions qu'on va poser à nos différents invités que je vous présente. D'abord Bruno Gollnisch, vous êtes évidemment numéro 2 du Front National délégué de ce parti. Nicolas Baverez, économiste et historien, auteur de La France qui tombe. Et Suzanne Nice, vous êtes directrice de recherche sur l'Europe à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS. René Monza, vous êtes journaliste, auteur de plusieurs ouvrages sur le Front National. Et notamment celui-là, c'est le dernier, je crois, de 2005, Les voleurs d'avenir. Pourquoi l'extrême droite peut avoir de beaux jours de vente. Elle, le voilà ce livre que vous voyez encore mieux ici. Avant de commencer, puisqu'on va diviser ce débat, si vous le permettez, en 3 grandes catégories, parce que c'est difficile en l'espace de 40 minutes de refaire tout le programme du Front National. Première catégorie société, on va dire. Deuxième catégorie économie et troisième catégorie internationale. Je vais revenir d'abord sur l'actualité. D'abord parce que nous sommes à la veille d'un rassemblement de 3 jours du Front National pour soutenir la candidature de Jean-Marie Le Pen. Question d'actualité, vous avez entendu M. Gollnisch, Bernard Accoyer, le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, qui a déclaré tout à l'heure qu'il fallait, pour la santé de la démocratie, que vous puissiez, vous, le Front National, présenter un candidat au premier tour et donc obtenir ces 500 signatures. Vous prenez ça comme un grand élan de démocratie de la part de l'UMP ou peut-être un calcul électoral? Et lequel? Non, je crois que M. Accoyer dit une évidence. D'ailleurs, en ce qui me concerne, il y a des... c'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Il y a des sensibilités politiques que je n'aime pas du tout, et la réciproque est vraie, dont je trouve qu'elle devrait être représentée, pas seulement à l'élection présidentielle, par exemple l'extrême gauche devrait être représentée à l'Assemblée nationale. Je pense que... et Jean-Marie Le Pen, ça je crois pouvoir dire, fera une proposition extrêmement audacieuse dimanche lors de son discours... Concernant les 500 signatures Non, pas seulement concernant les 500 signatures, concernant la réforme de la représentation politique en France, puisque aujourd'hui, dans nos institutions, un très grand nombre de Français ne sont pas représentés, ce qui n'est pas sans rapport avec, je crois, le déclin du parlementarisme. Est-ce que ça tombe bien parce que vous craignez de ne pas avoir ces 500 signatures? Il y a un mois, vous étiez autour de 300, 350. Non, mais écoutez, le fait qu'un homme qui est arrivé en finale la dernière fois et 2 fois en 3e position les fois précédentes, puisse éventuellement, ce que je ne veux pas croire, ne pas pouvoir être candidat, ce serait absolument impensable. Ce serait digne d'une république bananière. On condamne à chaque mois au Parlement européen des pays... Vous étiez à combien de signatures là? Vous avez une estimation? Nous ne communiquons pas là-dessus parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que si nous disons, écoutez, nous sommes prêts de les avoir, on va décourager les derniers dont nous avons besoin. Et si nous disons... donc ça veut dire déjà que vous ne les avez pas. Non, si nous disons, non, c'est absolument impossible, nous allons décourager nos militants qui continuent de les chercher. Alors, je me retourne vers René Monza. Pour commencer, on va rentrer dans ce programme dans un instant, mais juste d'abord... Petit tour périphérique. La faible progression de Jean-Marie Le Pen en 2002 entre le premier et le deuxième tour, est-ce qu'elle ne traduit pas justement la méconnaissance, sinon la non-communication autour d'un programme qui a fait finalement peu progresser le leader du Front National entre ces 2 tours? Elle traduit le fait surtout que le Front National, avec un petit allié qui était Bruno Maigret, est quand même isolé par rapport au reste de la société française. Il y a un certain nombre de thèmes qui débordent beaucoup l'électorat du Front National, mais sur le fait que c'est un parti qui représente un danger politique pour l'ensemble de l'évolution de la société, il y a une large majorité. C'est ça qui s'est cristallisé. C'est en fait l'isolement politique du Front National qui s'est manifesté, aidé par une mobilisation sociale qui a quand même été importante, en termes de manifestations, etc. Moi, j'ajouterais juste un mot peut-être, qui est la fonction du Front National dans la vie politique française, c'est-à-dire que
ça montrait bien qu'il y avait un vote protestataire et qu'il avait véhiculé la colère ou la déception de beaucoup de Français, mais que, et ça pose la question du programme, quand il s'agissait de passer à la possibilité de gouverner, là, il n'y avait pas d'adhésion parce que on était prêt à voter pour Jean-Marie Le Pen pour protester contre les autres partis, mais pas pour lui donner le pouvoir. Donc ça pose la question de la vraie nature du Front National. Est-ce qu'il est juste un parti protestataire ou est-ce qu'il peut devenir tout ou peut-être un parti de gouvernement, ce qu'on a vu arriver dans certains autres pays. En Italie, par exemple, une partie de l'extrême droite a été progressivement intégrée à la droite classique. C'est la question que ça pose. Pour l'instant, ce qui avait été montré en 2002, et je crois ce qui reste vrai aujourd'hui, c'est que ça reste un parti purement protestataire. Donc, vote protestataire. Il peut prendre des voix, et il peut en prendre beaucoup, mais il ne peut pas accéder véritablement aux responsabilités parce que là, les Français ne le souhaitent pas. Vote protestataire, mais pas plus que ça, point d'interrogation. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Pas forcément, j'imagine, sur le vote protestataire uniquement, mais sur le fait que vous avez peu communiqué sur votre programme et que ça vous a peut-être manqué entre les deux tours. Alors écoutez, que nous exprimions un certain nombre de protestations, oui. Et M. Bavrez, qui est le partisan d'ailleurs d'une rupture, je crois qu'il est même l'un de ceux qui parlent du concept, après d'ailleurs que nous l'ayons aussi nous-mêmes formulé, je pense, on ne peut pas récuser la légitimité de cette protestation. Mais que nous ne soyons que protestataires, ça c'est un vaste bidonnage que chacun s'en va répéter, en particulier en ce qui concerne 2002. Je vous rappelle quand même, j'étais le directeur de campagne. Je vous rappelle quand même le climat de guerre civile qui a régné en 2002 et l'impossibilité physique dans laquelle nous nous sommes trouvés de nous expliquer, et en particulier pourquoi ? Parce que non seulement Jacques Chirac, au mépris des règles démocratiques ou des usages, a refusé tout débat, mais tous ses partisans. Moi, je me souviens très bien, par exemple, à l'émission de Christine O'Krent sur France 3, que Nicolas Sarkozy était là. Il ne pouvait pas me rencontrer, il ne pouvait pas me saluer, ça c'est pas grave, mais surtout il ne pouvait pas débattre avec moi. Donc ce débat a été refusé. Quand nous sommes allés, par exemple, pour nous expliquer sur l'Europe, nous nous sommes dit, compte tenu de ce climat, on va faire une conférence de presse au Parlement européen. Nous sommes quand même chez nous sommes parlementaires européens, n'est-ce pas ? Eh bien, a été organisé, il y avait là peut-être 200 ou 300 journalistes de la presse française et de la presse mondiale. Eh bien, a été organisée l'invasion de la salle de presse du Parlement européen. Par conséquent, si nous ne nous sommes pas expliqués sur notre programme, c'est vraiment pas de notre fait. Mais il y avait déjà, pas que des victimes non plus. Il y avait un programme. Certes, c'est pour ça. Mais on parle du manque de communication. Et je peux vous dire, en ce qui concerne être force de gouvernement, Jean-Marie Le Pen m'a fait l'honneur à l'époque de dire qu'il prendrait, s'il était élu, je serais le Premier ministre. Je n'ai jamais pensé que j'entrerais si facilement à Matignon, je vous rassure. Mais je peux vous dire que je n'aurais pas eu la moindre difficulté pour constituer un gouvernement avec des hommes et des femmes à mon avis, aussi compétents, sinon plus que ceux qui occupent... Alors, Nicolas Weberez et Suzanne, parce qu'il ne faut pas trop qu'on parle trop longtemps si on va aborder les trois thèmes quand même. Là, on en est aux généralités. Juste pour vous démontrer que je ne pense pas qu'il y ait de parti pris, d'ailleurs, ceux qui sont ici sont là pour discuter avec vous. Je crois que nous avons tous les trois regardé avec attention le programme du Front National. Ce qui est très étonnant et ce qui montre quand même qu'y compris de votre part, vous vous inscrivez pas tellement dans une perspective de gouvernement, c'est que ce programme, il date de 2001. Tous les chiffres sont en francs. On ne parle pas de terrorisme islamique, ce qui montre qu'on est avant. Et si vous voulez, aujourd'hui, via le financement public des partis, tout le monde, les citoyens, financent le Front National, qu'on partage ou pas ses idées. Juste un mot là-dessus, Monsieur Bavrez. Le programme de 2001 était tout à fait d'actualité en 2002, et vous avez raison sur ce point. Ce programme, mais écoutez, regardez le Parti Socialiste. Ils viennent de publier une plaquette de 20 pages que j'ai lue, que je trouve un peu indigente. Il est bien évident que ce programme de gouvernement n'est pas la Bible du candidat Jean-Marie Le Pen, qui fera d'autres propositions. Oui, on le sait, ce programme va évoluer en février notamment. Donc ce n'est pas le programme de Jean-Marie Le Pen, c'est le programme Un mot juste, Suzanne, avant de votre commentaire sur ce programme en général. Je pense que quand même le Front National n'aurait pas la même place avec un changement des institutions françaises type 6e République. Donc je rejoins l'opinion de M. Bavrez sur le vote protestataire. Je pense que c'est vraiment très largement dû au fait que les personnages, ils ont un rôle tellement important dans un système présidentiel. Et c'est le cas aussi de M. Alors, on va entamer le premier chapitre, donc c'est le chapitre société. Et on va voir les principales, parce qu'on n'a pas eu le temps évidemment de résumer tout, ce serait trop long, les principales propositions du programme du Front National. C'est Constantin Simon qui vous le commente.
Pour le Front National, priorité à la famille. Un revenu parental d'éducation 1,5 fois supérieur au SMIC serait versé aux parents qui s'occupent à temps plein de leurs enfants. L'avortement et le PACS seraient supprimés. La carte scolaire abrogée et un chèque permettrait à chaque famille française de choisir son école. Les établissements universitaires et scolaires seraient autonomes. Le cœur du programme du FN demeure l'immigration. Il s'agit d'organiser l'inversion des flux migratoires. Abroger le regroupement familial, instituer la préférence nationale, allocations, aides et logements sociaux seraient réservés aux Français qui seraient prioritaires pour les emplois. Autre enjeu, la sécurité et la justice. Pour le leader du FN, la seule vraie dissuasion, c'est la prison, avec des peines rapides et incompressibles. 13 000 nouvelles places seraient créées, la peine de mort serait rétablie, les délinquants mineurs envoyés en prison et les allocations familiales des parents défaillants supprimées. Doublement du budget du ministère de la Justice, suppression de l'École nationale de la magistrature. Voilà, je donne la parole d'abord à René Monza. Les premières mesures qui frappent, évidemment, c'est l'interdiction de l'avortement, suppression du PACS, rétablissement de la peine de mort sont des choses qui frappent assez. Oui, mais les aspects d'ordre moral ne sont pas les aspects principaux. La preuve, c'est qu'il y a d'ailleurs une polémique à l'intérieur du parti entre Bruno Gollnisch ici et Marine Le Pen, qui n'ont pas exactement le même point de vue sur ce type de questions. En revanche, je voudrais insister sur le fait que quand on parle du sujet de l'immigration, il ne faut pas le prendre comme quelque chose qui est purement incantatoire au Front National. C'est en réalité le cœur d'un programme politique. Et les gens qui votent pour le Front National parce que ils croient dans la réalité de ses intentions concernant les immigrés, croient qu'ils suivent un programme politique et n'expriment pas simplement le fait qu'éventuellement ils n'aiment pas les Arabes, ce qui est le cas de la majorité de l'électorat du Front. C'est des gens qui pensent tout à fait sincèrement qu'en expulsant de France les gens qui sont repérables parce qu'ils ont la peau plus sombre, ils vont effectivement résoudre les problèmes du pays. Et en ce sens, y compris sur le sujet de l'immigration, qui est le sujet le plus incantatoire, on ne peut pas dire que le Front National se soit purement protestataire. Et d'ailleurs, quand on le voit, je crois que ça fait partie des mesures que Jean-Marie Le Pen doit annoncer, mais il revient de temps en temps mezzo voce là-dessus, le Front National est capable de dire « nous avons une politique vis-à-vis du tiers-monde, nous avons une politique pour organiser ce retour des immigrés, nous sommes capables de promouvoir des conventions avec les différents pays ». Donc, de dire « nous avons une version soft de cette politique contre l'immigration ». Le fond du problème, c'est qu'il surfe en mettant en avant les immigrés sur une peur qui est celle de tout son électorat, de n'être plus lui-même et de disparition à court terme de la nation française. Mais ce n'est pas quelque chose qui est purement incantatoire. Je vais m'efforcer d'être bref. Sur les premières questions, avortement, etc., il n'a jamais été question, pas plus de la part de Marine Le Pen que de moi-même, de revenir à une situation où des femmes se retrouvaient devant les tribunaux, sans d'ailleurs qu'on se pose la question de savoir quelle responsabilité avaient les hommes, par exemple, qui les avaient abandonnés. Ce dont il est question, c'est d'avoir une politique qui privilégie l'accueil de la vie et qui privilégie la famille, qui privilégie en un sens que le pape Jean-Paul II appelait la culture de la vie par rapport à la culture de la mort. Bon. Sur la question de l'immigration, je crois que nous avons une politique extrêmement cohérente. Il n'y a pas une version dure et une version soft. Il y a effectivement une vision qui est extrêmement ferme, qui est extrêmement claire à l'intérieur. Nous voulons inverser le courant de l'immigration. Pour ça, il faut couper les pompes aspirantes, c'est-à-dire qu'il faut établir la préférence nationale, il faut établir un certain nombre de contrôles. Nous n'avons jamais prétendu qu'on allait hérisser la France de barbelés aux frontières. Tout ça, c'est absolument ridicule. Nous allons supprimer tout ce qui alimente le courant de l'immigration. Et au contraire, favoriser les mesures qui tendent à inverser ce courant. Alors, il y aura des mesures coercitives. C'est vrai que les délinquants étrangers, ils seront expulsés. C'est vrai que les clandestins ne seront pas régularisés. Ça, c'est sûr. Il y aura des mesures incitatives. Les travailleurs étrangers, leurs cotisations sont affectées à un plan d'épargne-retour qui, en accord avec leur pays d'origine, quand leur contrat est terminé, servira à leur réinsertion dans leur pays d'origine. Puis, il y a beaucoup d'autres choses. Le code de la nationalité sera modifié pour que la nationalité française s'hérite ou se mérite, il n'y aura plus de naturalisation automatique, mais je m'inscris complètement en faux
contre ce que dit M. Monza relativement à la couleur de la peau. C'est pas une question de couleur de peau. C'est vrai que la population française, historiquement, traditionnellement, elle est plutôt quand même européenne. C'est vrai que la Suède serait pas la même nation si elle était peuplée de Bantous, ni le Zaïre si elle était peuplée de Vikings. Pour la France aussi, mais nous accueillons absolument fraternellement nos compatriotes d'outre-mer, les harkis qui ont combattu pour la France lors de l'Algérie. Ça n'est pas une question de couleur de la peau, c'est une question de préservation de l'identité nationale. Nicolas Baverez. Je crois que la question clé, c'est autour de l'immigration. Il y a une question qu'on retrouve et qui se décline aussi bien en termes sociaux qu'en termes économiques, c'est la question de la fermeture des frontières. L'immigration, c'est donc la volonté de fermer les frontières au mouvement des hommes. Je pense que ça pose des problèmes de principe politique, mais ça pose aussi des problèmes économiques, parce que quand on regarde tous les systèmes économiques qui marchent, c'est des systèmes qui sont ouverts. Les États-Unis ont une population qui a beaucoup augmenté, qui ont une croissance forte, et il n'y a pas d'exemple de pays qui ait fermé les frontières et dont l'économie fonctionne de manière harmonieuse. Alors ensuite, vous le déclinez également pour les hommes, pour les biens avec le protectionnisme, pour les capitaux avec une taxe sur les... Et ça, si vous voulez, paradoxalement, vous rejoignez exactement ce que vous attaquez au début de votre programme, c'est-à-dire que c'est une conception albanaise de l'économie. Albanaise, vous exagérez un peu quand même. Non. C'est exactement ça. Et donc, vous voulez construire le nationalisme, si je puis dire, dans un seul pays, ça nous ramène aussi à 17 de manière assez paradoxale. Je vais vous répondre sur ce point, mais peut-être, madame... répondez sur ce point. Je vais répondre sur ce point. Alors, je vais être extrêmement clair. Non, monsieur Baverez, non. Écoutez, avant la première guerre mondiale, il n'y avait pas d'Union européenne, il n'y avait pas de libre circulation des personnes, des capitaux, des biens. Il y avait des tarifs douaniers. Et ils s'échangeaient, pas en volume, bien sûr, mais comme vous le savez, parce que vous êtes un homme très compétent, en proportion, exactement le même volume du produit national que ce qui s'échange aujourd'hui à peu près. Simplement, nous n'avons jamais voulu fermer complètement les frontières. Nous disons que la concurrence est stimulante, mais qu'il y a des concurrences qui s'exercent de façon déloyale. Quand on met l'ouvrier français, le cadre français demain, déjà aujourd'hui, en concurrence avec une main-d'œuvre de dizaines, de centaines de millions de personnes, par exemple en Chine, qui sont dans un régime autoritaire, c'est le régime communiste, qui est un paradis pour les capitalistes, parce que là, il n'y a pas de droit de grève, il n'y a pas de droits syndicaux, et les gens sont obligés de se contenter de salaires qui sont 30 fois, 40 fois, 50 fois inférieurs aux nôtres. Il y a une concurrence qui n'est pas acceptable, parce qu'elle détruit notre économie. Et c'est un point sans doute qui nous oppose. Vous vous dites, ça marche mieux économiquement. Je vous dirais, je m'en fiche à la limite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça marche mieux pour mes compatriotes. C'est pas que le système... Suzanne Nice. Apporter par rapport à ça, vous savez, vous avez dit préférence nationale. Et ce qui m'intéresse dedans, surtout en tant qu'Allemande, qu'est-ce que vous entendez par nation? Vous avez un compatriote qui est un Est-Rhénan qui a dit la nation, c'est la volonté de vivre ensemble. Donc c'est vraiment pas une définition raciale que vous êtes en train de donner comme nation. Donc ça, c'est un peu peut-être quand même archaïque comme notion. C'est une bonne question. C'est vrai que Renan disait que c'était une volonté de vivre ensemble. Mais je crois que la nation, c'est quand même pas un concept idéologique exclusivement, contrairement à ce que certains d'ailleurs prétendent, qui nous disent qu'il suffirait d'accepter les droits de l'homme ou la déclaration de 1789 et que ça fait d'excellents Français. Je crois que chaque nation, et je le vois bien au Parlement européen, où il y a indiscutablement une communauté entre Européens, mais quand même les Espagnols, c'est pas pareil que les Allemands c'est pas pareil que les Italiens c'est pas pareil que les Français. Il y a des caractéristiques culturelles, il y a des caractéristiques de comportement, il y a des mœurs, il y a des habitudes, il y a un patrimoine qui sont propres à chaque nation, qui nécessairement évoluent, qui subissent des influences, mais qui méritent d'être défendus, qui font la richesse et la variété du monde. On va passer au deuxième secteur. L'économie, ça va vite, je suis désolé, mais on est obligé de parler de tout. Donc deuxième secteur économie avec les propositions du Front National. Jean-Marie Le Pen renvoie dos à dos libéralisme et socialisme. Il revendique un capitalisme populaire fondé sur les petites et très petites entreprises. Il vise la suppression progressive de l'impôt sur le revenu, de la CSG et de l'impôt de solidarité sur la fortune. En revanche, un impôt sur les mouvements de capitaux serait mis en place. Les 35 heures seraient abrogées. À la place des syndicats, le FN veut créer de grandes organisations professionnelles où salariés et entrepreneurs auraient un poids identique.
Chaque Français choisirait librement son organisme d'assurance maladie et de gestion des retraites. Pour le FN, l'environnement, c'est avant tout une grande politique de la ruralité. Les départements et régions seraient transformés en pays et provinces. Les revenus des agriculteurs garantis par l'arrêt des importations. Alors Nicolas Baverez, il y a des suppressions des impôts, l'impôt sur le revenu, CSG, ISF. Il y a beaucoup d'ailleurs de propositions sur des suppressions. Et d'ailleurs, c'est la question qu'on pose un peu à tous les partis. On se demande finalement où est-ce qu'on va chercher aussi tout cet argent si on supprime des choses. Paradoxalement, j'allais dire que le programme du FN sur ce point, c'est le stade suprême du chiracisme. C'est-à-dire que c'est la même démagogie. On supprime les impôts et on augmente les dépenses. On supprime l'impôt sur le revenu, la CSG, la CRDS, l'impôt sur les PME, l'impôt sur la fortune. Et on doit donc diminuer beaucoup les prélèvements. Mais de l'autre côté, comme vous l'avez vu avec le revenu familial, il est question aussi dans le programme d'augmenter les dépenses, par exemple pour la défense, de 2 à 5% du PIB. 1% du PIB, ça fait 15 milliards d'euros. Donc, pour donner une idée, ça représente 45 milliards d'euros de dépenses en plus. Le déficit budgétaire, aujourd'hui, il est de 42 milliards d'euros. Et il est très important. Donc, paradoxalement, c'est effectivement exactement la continuité du discours chiracien qui dit « Messieurs, mesdames, d'un côté, je vais vous baisser les impôts et de l'autre côté, j'augmente les dépenses. » Donc, c'est de la pure démagogie. Mais où voyez-vous que Chirac ait baissé les impôts ? C'est pas très sérieux. Il y a eu une baisse très modeste sur l'impôt. C'est bien ce que je vous dis. C'est que c'est de la pure démagogie, c'est de la promesse qui n'est suivie. Donc, parce que c'est complètement contradictoire. Et le monde où effectivement on baisse les impôts et où on augmente les dépenses et où tout va bien, c'est le monde d'ailleurs chiracien où on fait exploser la dette publique. Donc, je vais essayer de vous répondre. Court pour qu'on puisse poser plusieurs questions. Vous me reprochiez au chapitre précédent de vouloir augmenter certains impôts et en particulier de rétablir des droits de douane. Voilà déjà quelque chose d'important, n'est-ce pas ? Vous me reprochiez sur le plan peut-être moral ou social de vouloir établir la préférence nationale. Mais la préférence nationale, ça va économiser une quantité d'argent absolument phénoménale. S'agissant de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le revenu, c'est quoi ? C'est 57 milliards, je crois, à peu près. 57 milliards dans un budget, 60, dans un budget de 330. Bon, nous proposons de supprimer l'impôt sur le revenu du travail. Ça fait déjà plus que 42 milliards. Parce qu'il y a une grande partie quand même de l'impôt qui est l'impôt sur le revenu du capital. Si ces 42 milliards sont laissés aux gens, ils vont les dépenser. Ils vont acquitter immédiatement la TVA. La TVA à 20% sur 42 milliards, ça fait déjà 8 milliards et demi. Bon. En plus, vous savez, M. Baverez, vous qui savez beaucoup de choses, combien coûte, par exemple, le seul poste dans le budget de gestion de la fiscalité, de gestion des finances publiques, gestion et contrôle des finances publiques, je crois que c'est le terme exact. 9 milliards, dont on économiserait, dont l'essentiel est pris par le contrôle, la perception, le recouvrement de l'impôt sur le revenu. Mais disons, soyons modestes, on en économiserait la moitié. Et puis surtout, il reste quand même 25-30 milliards à trouver, j'en conviens, et je vous dis, sur certains points, nous augmentons la fiscalité, nous augmentons les perceptions, la perception douanière, sur d'autres, nous réduisons les dépenses, et puis surtout, ça ne tient pas compte de ce qu'une mesure aussi révolutionnaire par étapes quand même sur 5 ans, produirait comme appel d'air, rapatriement de capitaux, disparition de la fraude, investissement massif, personnes qui viennent s'établir en France, dynamisation de l'économie. Mais ça n'a rien à voir avec la Corée du Nord, c'est le contraire de la Corée du Nord, c'est laisser aux gens la disposition de leur bien. Il va falloir essayer de faire plus court. René Monza voulait intervenir. Oui, je trouve quand même que Bruno Gollnisch présente une version un peu soft des choses. C'est-à-dire quand on supprime toute la liste des impôts qui a été citée, on risque aussi d'augmenter la TVA, qui est l'impôt que paient le plus les gens qui ont le moins de revenus. Par ailleurs, quand il parle du programme d'économie, il fait comme si le Front National n'avait pas année après année distribué un nombre considérable de brochures expliquant que l'une des principales sources d'économie, c'était le fait de couper les crédits de l'éducation nationale à proportion des enfants d'origine immigrée qui s'y trouvaient. C'est-à-dire, parce que ça manifeste bien
quelque chose qui est une réalité, c'est que, comme vous le faisiez remarquer, la conception de Renan sur la nation c'est un pays quotidien n'est pas la conception du Front National, qui a consacré un colloque sur l'identité de la France à polémiquer mezzo voce la contre, en expliquant que c'était une affaire d'homogénéité ethnique qui existait depuis la préhistoire. Alors, je comprends bien que vous êtes une population française majoritaire, oui, voilà. Ça me semble. Vous êtes sincèrement catholique, cet aspect sang et sol peut éventuellement vous gêner, parce qu'effectivement, le parti n'est pas homogène, mais c'est quand même sous la plume, en tout cas sous la parole de Jean-Marie Le Pen en tant que président du parti, devant le Conseil national, il y en a des reflets dans ce programme aussi, qu'on voit un programme qui est un programme, en fait, d'homogénéité ethnique. Ça commence par dire... Écoutez, le problème, c'est la disparition physique de la nation. Je vois vos... Oui, absolument. Ce problème est posé. La dénatalité et l'immigration, cumulativement, entraînent la disparition physique du peuple français. Oui, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on a le droit C'est pas la question qu'il soit brun ou pas brun. Moi, je comprends très bien que les gens que les Bantous, par exemple, préfèrent être maîtres chez eux et ne veulent pas se voir submergés. D'ailleurs, ils ont obtenu, tous les pays africains ont obtenu leur indépendance. Nous revendiquons pour nous-mêmes la défense de notre identité, de nos libertés, de notre souveraineté nationale. Est-ce qu'on peut dire, sans être racialiste, que les Italiens sont quand même majoritairement un peuple latin, ou que les Allemands sont majoritairement un peuple germanique? Je ne comprends pas la logique disant que les enfants qui ont le teint trop brun et les cheveux bouclés ne doivent pas... Mais c'est ça que ça signifie. Écoutez, si vous voulez qu'on parle sérieusement... Hugo et Molière. Je sais que vous êtes journaliste, enfin, vous êtes surtout militant de Ralph Front, l'extrême gauche, est plus proche de M. Besancenot que... Mais en même temps, il est là pour poser des questions en tant que journaliste. Mais vous posez des questions, d'accord, mais vous utilisez des termes, d'abord que je vous mets au défi de trouver dans aucune page de ce programme, ni dans aucun des discours, des milliers de pages de discours prononcés depuis 50 ans par Jean-Marie Le Pen, je dirais même au contraire, au moment de l'affaire d'Algérie, lorsque tout le monde était d'accord pour l'Algérie française, Le Pen a dit, si vous voulez l'Algérie française, il faut donner absolument les mêmes droits aux Arabes et aux jeunes Arabes, et on lui reproche ça. Mais aujourd'hui, l'Algérie est indépendante, les Français ont le droit de conserver leur identité. Puisque vous parlez de l'Algérie, on va enchaîner sur l'international, on va parler de l'international avec les principales propositions donc du Front National sur le domaine international. Contre le nouvel ordre mondial, la France de Jean-Marie Le Pen sortirait de l'OTAN, de l'euro et de l'Union européenne. Le Front National prône un renversement des alliances. La Russie devrait être intégrée dans une entente européenne allant de Brest à Vladivostok. L'armée est une priorité nationale. Le FN souhaite quasiment doubler le budget de la défense et accélérer le programme nucléaire. Jean-Marie Le Pen veut promouvoir le co-développement. Plutôt que d'accueillir des étudiants étrangers, il veut créer dans les pays en développement des universités françaises. Voilà, est-ce qu'il est possible, Suzanne, de sortir de l'OTAN, de revenir au franc, de sortir de l'Union européenne aujourd'hui, même si les Français ont dit non à la Constitution, pas forcément à l'Europe. Ouais, c'est assez déroutant. Pourquoi vous ne voulez pas sortir de l'ONU? Ça, c'est un peu étonnant. Parce que quand pas même... du tout, au contraire. C'est une très bonne question. Au contraire. Au contraire, nous sommes pour tenir toute notre place à l'ONU aujourd'hui, dans les circonstances d'aujourd'hui. Oui, parce que dans le programme, il y a quand même un fort jet de multilatéralisme et tout ça, c'est basé quand même sur une illusion profonde et qui est rejetée dans tous les sens. Il y avait par exemple un sondage récemment de la Fondation Bertelsmann, aussi en France d'ailleurs, où on posait la question, quelles sont les grandes puissances de 2025 ? Le résultat, c'était les États-Unis, la Chine, le Japon et après, il y avait l'Europe. Il n'y avait nulle part, aucun pays européen, ni la France non plus, qui tenait une place dans cette liste. Et vous basez sur cette sorte d'illusion comme quoi la France pouvait redevenir ce qu'elle a été peut-être à un moment donné de l'histoire, c'est-à-dire une nation qui dominait le monde. C'est ça l'illusion. Aujourd'hui, on considère quand même que l'Europe, c'est la garantie pour que les pays européens soient ensemble forts. Après, et là je suis d'accord, on peut discuter quelle forme doit prendre cette Europe. Et ça, il y a plusieurs possibilités et pourquoi peut-être les Français aussi ont rejeté le traité constitutionnel. Pour revenir à la question, est-ce qu'on peut sortir de l'Union européenne? Sûrement pas. On ne peut pas sortir. Bon, de l'OTAN, on peut sortir. Elle, d'ailleurs, en train de se compromettre dans l'histoire de l'Afghanistan. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une autre question. Pour ce qui est de l'Union européenne, c'est quelque chose qui, maintenant, l'année prochaine, il y aura des 50 ans des traités de Rome. Nous avons le marché commun. Tout ça, c'est intégré. Et la France, vraiment, c'est pas pour faire la blague, mais je crois que vous vous mettriez dans une situation à la Corée du Nord. On a évoqué l'Albanie tout à l'heure. Pour vous isoler dans quelque chose d'autarcie qui ne tient plus la route. Comme la Norvège et comme
comme la Suisse, chère madame. Mais non, la Norvège fait partie. La Norvège et la Suisse ne font pas partie de l'Union européenne. Mais la Norvège fait partie de Schengen, la Norvège fait partie de l'espace économique européen, la Norvège est un pays membre sans en être un. C'est la preuve qu'on n'est pas obligé d'être membre de l'Union européenne. Voilà. Bon, et ce sont en l'occurrence les pays les plus prospères de l'Europe. Alors, je vais vous dire, s'il s'agit de conserver la garantie internationale des frontières, l'arbitrage pacifique des différends, la concertation entre les élites politiques, etc., les programmes d'échange culturel, les projets industriels communs. Nous sommes pour. Quel poids on aura si on est hors de tout? Nous sommes absolument pour conserver tout cela. Voilà. Nous ne sommes pas d'accord pour abdiquer notre souveraineté à un organisme international dans lequel nous avons 12 ou 13% des voix et qui prétend s'étendre à des pays de surcroît non européens. Voilà. Et sortir de l'Europe, je vous rappelle que c'est pas, contrairement à ce que dit votre présentateur dans une présentation correcte, c'est pas le programme de Jean-Marie Le Pen. Non, certes, c'est un programme de gouvernement qui était préparé pour 2001 et les situations ont évolué. Et évidemment, nous évoluons avec la même doctrine, les mêmes principes en fonction des situations. Nous proposons tout simplement de rediscuter avec nos partenaires de cette récupération, si vous voulez, de notre liberté, de notre souveraineté, tout en continuant à avoir des projets communs. Ce n'est que si cette renégociation échouait que nous envisagerions de sortir. Maintenant, en ce qui concerne l'ONU, nous voulons tenir toute notre place à l'ONU. Et moi, je regrette, par exemple, que la France, après le bon discours qu'avait fait Dominique de Villepin avant la Deuxième Guerre du Golfe, discours critique de la guerre qu'allaient faire les États-Unis, n'ait pas utilisé son droit de veto à l'ONU, par exemple, comme qu'elle tient de sa situation de membre permanent du Conseil de sécurité. Dernière chose, en un mot, vous avez dit quelque chose qui est erroné. Vous dites, vous avez une conception de la France qui veut dominer le monde. Non, c'est pas nous ne voulons pas revenir à l'époque de Napoléon. Non, nous croyons que la France peut-être avoir un rôle leader dans les pays qui veulent, et ils sont très nombreux, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, qui veulent conserver leur identité et qui rencontrent les mêmes problèmes que nous. Et que pour ça, nous pouvons nous allier, par exemple, à la Russie, au Japon, à l'Inde, et aussi apparaître avec quand même le prestige moral que nous avons, comme un peu un leader des non-alignés, aurait-on dit, en quelque sorte. Nicolas Baverez. Il me semble que quand on regarde le monde d'aujourd'hui, les grandes forces dedans, il y a la mondialisation, la révolution des technologies, il y a les menaces du terrorisme international qui pèsent sur les démocraties, et que finalement, c'est extrêmement difficile, y compris pour une puissance comme les États-Unis, de pouvoir essayer de faire face seul à ces évolutions. C'était d'ailleurs l'utopie des néoconservateurs américains, et ça s'est très mal fini. Donc le programme que vous proposez, même si on enlève effectivement la volonté impériale ou la volonté de dominer les autres nations, il n'empêche que c'est l'idée qu'on va pouvoir faire face à toutes ces évolutions de manière isolée. Et ça, je crois que c'est une profonde erreur. Et que ça empêchera la France de peser sur le monde du XXIe siècle. On a déjà parlé de l'économie, mais il est certain que, par exemple, la sortie de l'euro se traduira par une crise financière assez considérable. Je rappelle qu'il y a quand même 15% des salariés de ce pays qui travaillent dans des entreprises étrangères, qu'il y a 56% de la dette publique qui est entre les mains de fonds étrangers, qu'il y a 44% du CAC 40 qui est... Voilà. Mais nous assumerons le bilan catastrophique que nous avons décrit, que vous avez décrit. Vos conclusions rejoignent les nôtres sur ce plan-là. Sortie de l'euro, encore une fois. Excusez-moi, juste un mot de précision. C'est, compte tenu de ce que j'ai dit, nous ne récupérerons par nous-mêmes notre souveraineté que si la renégociation échoue. Ce que nous demanderons dans un premier temps, c'est à peser politiquement avec nos partenaires sur la Banque centrale d'émission. Nous trouvons inadmissible que la Banque centrale d'émission soit indépendante du pouvoir politique. Vous avez peut-être une idée absolument contraire. Voilà, c'est ce que nous demandons. Je voudrais juste donner la parole à René Monza pour terminer. Il nous reste 1 minute 30 en tout. Voilà, je voudrais introduire une idée transversale. C'est que pour le
Front National, le programme, ça peut varier. C'est-à-dire, en matière de politique étrangère, il y a plusieurs programmes du Front National. Non. Bruno Gollnisch en a une idée. Il y en a aussi d'autres idées. Quand Le Pen parle de l'Europe de Brest à Vladivostok, c'est une idée de le grand continent eurasiatique autour de l'axe Paris-Berlin-Moscou, et c'est lié avec les courants eurasistes d'extrême droite, avec lesquels certains courants sont liés. Vous avez une politique, par exemple, au Moyen-Orient. Il y a une différence entre Le Pen et moi sur ce sujet, oui, pas plus que sur un autre. Je vous ai parlé d'alliance avec la Russie, par exemple. Bon, c'est vrai qu'on peut. Je trouve, vous êtes tous tellement européistes. Est-ce qu'on peut laisser la Russie en dehors du jeu? Sa place en Europe. Bon, je suis d'accord avec vous. La question, ce que je voulais faire apparaître, c'est qu'il ne faut pas avoir une idée trop dogmatique de la façon dont le Front National lui-même voit son programme. Il a une politique pragmatique parce qu'il cherche effectivement à avoir une politique étrangère alternative, et il y en a des aspects qui sont difficiles à expliquer, qu'on ne pourra pas expliquer aujourd'hui. Par exemple, le Front National est le seul parti politique français qui cherche et qui a des contacts avec le Hezbollah libanais, par exemple. Vous êtes bien au courant puisque vous aviez accompagné Le Pen lors de son voyage au Liban. Mais nous n'avons pas été reçus. On termine là-dessus. Désolé. Le représentant du Hezbollah qui était prêt à nous recevoir, nous avons été reçus par beaucoup de leaders libanais. Nous sommes pour discuter avec tout le monde, avec tous ceux qui veulent bien, à commencer par les gens qui ne sont pas d'accord avec nous ou avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Voilà. D'ailleurs, c'est la preuve. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, on a mis un petit peu de temps à se mettre en place, mais c'est fait. J'accueille mes différents invités. Bonsoir à tous les quatre. On va parler du programme du Front National. Vous savez que les chiffres des sondages, même s'ils demeurent assez flous, donnent en ce moment entre 15 et 18% d'intention de vote pour Jean-Marie Le Pen au premier tour. Et quels que soient ces chiffres et ces approximations, on ne sait pas encore exactement. Il est sûr que le Front National jouera un rôle non négligeable pour cette élection présidentielle de 2007. Alors sur quelle base et avec quel programme? C'est justement l'objet du débat de ce soir. C'est les questions qu'on va poser à nos différents invités que je vous présente. D'abord Bruno Gollnisch, vous êtes évidemment numéro 2 du Front National délégué de ce parti. Nicolas Baverez, économiste et historien, auteur de La France qui tombe. Et Suzanne Nys, vous êtes directrice de recherche sur l'Europe à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS. René Monza, vous êtes journaliste, auteur de plusieurs ouvrages sur le Front National et notamment celui-là, c'est le dernier, je crois, de 2005, Les voleurs d'avenir, pourquoi l'extrême droite peut avoir de beaux jours de vente. Elle, le voilà ce livre que vous voyez encore mieux ici. Avant de commencer, puisqu'on va diviser ce débat, si vous le permettez, en 3 grandes catégories, parce que c'est difficile en l'espace de 40 minutes de refaire tout le programme du Front National. Première catégorie société, on va dire. Deuxième catégorie économie et troisième catégorie internationale. Je vais revenir d'abord sur l'actualité. D'abord parce que nous sommes à la veille d'un rassemblement de 3 jours du Front National pour soutenir la candidature de Jean-Marie Le Pen. Question d'actualité, vous avez entendu M. Gollnisch, Bernard Accoyer, le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, qui a déclaré tout à l'heure qu'il fallait, pour la santé de la démocratie, que vous puissiez, vous, le Front National, présenter un candidat au premier tour et donc obtenir ces 500 signatures. Vous prenez ça comme un grand élan de démocratie de la part de l'UMP ou peut-être un calcul électoral? Et lequel? Non, je crois que M. Accoyer dit une évidence. D'ailleurs, en ce qui me concerne, il y a des... c'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Il y a des sensibilités politiques que je n'aime pas du tout, et la réciproque est vraie, dont je trouve qu'elle devrait être représentée, pas seulement à l'élection présidentielle, par exemple l'extrême gauche devrait être représentée à l'Assemblée nationale. Je pense que... et Jean-Marie Le Pen, ça je crois pouvoir dire, fera une proposition extrêmement audacieuse dimanche lors de son discours... Concernant les 500 signatures Non, pas seulement concernant les 500 signatures, concernant la réforme de la représentation politique en France, puisque aujourd'hui, dans nos institutions, un très grand nombre de Français ne sont pas représentés, ce qui n'est pas sans rapport avec, je crois, le déclin du parlementarisme. Est-ce que ça tombe bien parce que vous craignez de ne pas avoir ces 500 signatures? Il y a un mois, vous étiez autour de 300, 350. Non, écoutez, le fait qu'un homme qui est arrivé en finale la dernière fois et 2 fois en 3e position les fois précédentes, puisse éventuellement, ce que je ne veux pas croire, ne pas pouvoir être candidat, ce serait absolument impensable. Ce serait digne d'une république bananière. On condamne à chaque mois au Parlement européen des pays. Vous étiez à combien de signatures là? Vous aviez une estimation? Nous ne communiquons pas là-dessus parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que si nous disons, écoutez, nous sommes prêts de les avoir, on va décourager les derniers dans nos
nous avons besoin, et si nous disons donc ça veut dire déjà que vous ne les avez pas. Non, si nous disons non, c'est absolument impossible, nous allons décourager nos militants qui continuent de les chercher. Alors je me retourne vers René Monza pour commencer. On va rentrer dans ce programme dans un instant, mais juste d'abord petit tour périphérique. La faible progression de Jean-Marie Le Pen en 2002 entre le premier et le deuxième tour, est-ce qu'elle traduit pas justement la méconnaissance, sinon la non-communication autour d'un programme qui a fait finalement peu progresser le leader du Front National entre ces deux tours ? Elle traduit le fait surtout que le Front National, avec un petit allié qui était Bruno Maigret, est quand même isolé par rapport au reste de la société française. Il y a un certain nombre de thèmes qui débordent beaucoup l'électorat du Front National, mais sur le fait que c'est un parti qui représente un danger politique pour l'ensemble de l'évolution de la société, il y a une large majorité. C'est ça qui s'est cristallisé. C'est en fait l'isolement politique du Front National qui s'est manifesté, aidé par une mobilisation sociale qui a quand même été importante, enfin, en termes de manifestations, etc. Moi, j'ajouterais juste un mot peut-être, qui est la fonction du Front National dans la vie politique française, c'est-à-dire que ça montrait bien qu'il y avait un vote protestataire et qu'il avait véhiculé la colère ou la déception de beaucoup de Français, mais que, et ça pose la question du programme, quand il s'agissait de passer à la possibilité de gouverner, là, il n'y avait pas d'adhésion parce que on était prêt à voter pour Jean-Marie Le Pen pour protester contre les autres partis, mais pas pour lui donner le pouvoir. Donc ça pose la question de la vraie nature du Front National. Est-ce qu'il est juste un parti protestataire ou est-ce qu'il peut devenir peut-être un parti de gouvernement, ce qu'on a vu arriver dans certains autres pays. En Italie, par exemple, une partie de l'extrême droite a été progressivement intégrée à la droite classique. C'est la question que ça pose. Pour l'instant, ce qui avait été montré en 2002, et je crois ce qui reste vrai aujourd'hui, c'est que ça reste un parti purement protestataire. Donc, vote protestataire. Il peut prendre des voix, et il peut en prendre beaucoup, mais il ne peut pas accéder véritablement aux responsabilités parce que là, les Français ne le souhaitent pas. Vote protestataire, mais pas plus que ça, point d'interrogation. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Pas forcément, j'imagine, sur le vote protestataire uniquement, mais sur le fait que vous avez peu communiqué sur votre programme et que ça vous a peut-être manqué entre les deux tours. Non ? Alors écoutez, que nous exprimions un certain nombre de protestations, oui. Et M. Bavrez, qui est le partisan d'ailleurs d'une rupture, je crois qu'il est même l'un de ceux qui parlent du concept, après d'ailleurs que nous l'ayons aussi nous-mêmes formulé, je pense, on ne peut pas récuser la légitimité de cette protestation. Mais que nous ne soyons que protestataires, ça c'est un vaste bidonnage que chacun s'en va répéter, en particulier en ce qui concerne 2002. Je vous rappelle quand même, j'étais le directeur de campagne. Je vous rappelle quand même le climat de guerre civile qui a régné en 2002 et l'impossibilité physique dans laquelle nous nous sommes trouvés de nous expliquer, et en particulier pourquoi ? Parce que non seulement Jacques Chirac, au mépris des règles démocratiques ou des usages, a refusé tout débat, mais tous ses partisans. Moi, je me souviens très bien, par exemple, à l'émission de Christine O'Krent sur France 3, que Nicolas Sarkozy était là. Il ne pouvait pas me rencontrer, il ne pouvait pas me saluer. Ça, c'est pas grave, mais surtout, il ne pouvait pas débattre avec moi. Donc, ce débat a été refusé. Quand nous sommes allés, par exemple, pour nous expliquer sur l'Europe, nous nous sommes dit, compte tenu de ce climat, on va faire une conférence de presse au Parlement européen. Nous sommes quand même chez nous sommes parlementaires européens, n'est-ce pas ? Eh bien, a été organisé, il y avait là peut-être 200 ou 300 journalistes de la presse française et de la presse mondiale. Eh bien, a été organisée l'invasion de la salle de presse du Parlement européen. Par conséquent, si nous ne nous sommes pas expliqués sur notre programme, c'est vraiment pas de notre fait. Mais il y avait déjà, pas que des victimes il y avait un programme. C'est pour ça. Mais on parle du manque de communication. Et je peux vous dire, en ce qui concerne cette force de gouvernement, Jean-Marie Le Pen m'a fait l'honneur à l'époque de dire qu'il prendrait, s'il était élu, je serais le Premier ministre. Je n'ai jamais pensé que j'entrerais si facilement à Matignon, je vous rassure. Mais je peux vous dire que je n'aurais pas eu la moindre difficulté pour constituer un gouvernement avec des hommes et des femmes
à mon avis, aussi compétents, sinon plus, que ceux qui occupent... Alors, Nicolas Beverez et Suzanne, parce qu'il ne faut pas qu'on parle trop longtemps si on va aborder les 3 thèmes quand même. Là, on en est aux généralités. Juste pour vous démontrer que je ne pense pas qu'il y ait de parti pris, d'ailleurs, ceux qui sont ici sont là pour discuter avec vous. J'en suis sûr. Je crois que nous avons tous les 3 regardé avec attention le programme du Front National. Ce qui est très étonnant et ce qui montre quand même qu'y compris de votre part, vous vous inscrivez pas tellement dans une perspective de gouvernement, c'est que ce programme, il date de 2001. Tous les chiffres sont en francs. On ne parle pas de terrorisme islamique, ce qui montre que on est avant. Et si vous voulez, aujourd'hui, via le financement public des partis, tout le monde, les citoyens, financent le Front National, qu'on partage ou pas ses idées. Juste un mot là-dessus, Monsieur Bavrez. Le programme de 2001 était tout à fait d'actualité en 2002, et vous avez raison sur ce point. Ce programme, mais écoutez, regardez le Parti Socialiste. Ils viennent de publier une plaquette de 20 pages que j'ai lue, que je trouve un peu indigente. Il est bien évident que ce programme de gouvernement n'est pas la Bible du candidat Jean-Marie Le Pen, qui fera d'autres propositions. Et on le sait, ce programme va évoluer en février notamment. Donc ce n'est pas le programme de Jean-Marie Le Pen, c'est le programme de... Un mot juste, Suzanne, avant votre commentaire sur ce programme en général. Je pense que quand même le Front National n'aurait pas la même place avec un changement des institutions françaises type 6e République. Donc je rejoins l'opinion de M. Bavrez sur le vote protestataire. Je pense que c'est vraiment très largement dû au fait que les personnages, ils ont un rôle tellement important dans un système présidentiel. Et c'est le cas aussi de M. Alors, on va entamer le premier chapitre, donc c'est le chapitre société. Et on va voir les principales, parce qu'on n'a pas eu le temps évidemment de résumer tout, ce serait trop long, les principales propositions du programme du Front National. C'est Constantin Simon qui vous le commente. Pour le Front National, priorité à la famille. Un revenu parental d'éducation 1,5 fois supérieur au SMIC serait versé aux parents qui s'occupent à temps plein de leurs enfants. L'avortement et le PACS seraient supprimés. La carte scolaire abrogée et un chèque permettrait à chaque famille française de choisir son école. Les établissements universitaires et scolaires seraient autonomes. Le cœur du programme du FN demeure l'immigration. Il s'agit d'organiser l'inversion des flux migratoires. Abroger le regroupement familial, instituer la préférence nationale, allocations, aides et logements sociaux seraient réservés aux Français qui seraient prioritaires pour les emplois. Autre